Bonjour Yvan. Bonjour Loïc. Donc on est aujourd'hui au PAGS où tu as fait 2 conférences, puisque là la deuxième est passée. Elle vient de se terminer, oui. Et alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'amène à faire des conférences comme ça sur des manifestations comme au PAGS? Alors moi je suis un journaliste freelance, ancien rédacteur en chef, connu surtout comme étant le fondateur et l'ancien rédacteur en chef du magazine Animeland. J'ai travaillé également avec le magazine 10e Planète, mais pas que. J'ai collaboré à de nombreux supports et à de nombreux sites ou quoi que ce soit. Enfin bref, je suis très actif depuis maintenant plus d'un quart de siècle. Pas seulement dans le domaine de l'animation japonaise ou de l'animation tout court ou même du manga. Je suis un grand passionné de ce que j'appelle les mondes imaginaires. Donc ça peut inclure la littérature, ça peut inclure les jeux, ça peut inclure les jeux de rôle, bien évidemment les produits dérivés, les séries télévisées, les films, etc. Enfin tout ce qui touche surtout à la science-fiction, au fantastique, etc. Moi ça me passionne. Et tout ce que j'ai appris, tout ce que je connais, toutes les anecdotes que je peux sortir sur les particularités françaises par exemple, qui sont rarement narrées dans les bouquins, bah moi je les partage volontiers puisque une information selon moi n'est vraiment utile et ne vaut quelque chose que quand elle est partagée. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est partager mes passions, surtout partager mon expérience et mes connaissances avec un maximum de gens, et c'est pourquoi j'ai l'occasion depuis plusieurs années de faire des conférences dans des salons. Alors je suis moins connu que certains youtubeurs célèbres, je suis moins connu que certains chroniqueurs radio ou télévision célèbres, mais j'ai une certaine, comment dirais-je, opportunité de rencontrer les gens, d'aller au-devant du public et de partager tout ça. Et d'ailleurs, je me limite pas au salon, j'ai aussi ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Chez Yvan Ouest-Laurence, où je parle quotidiennement de maquettes et de jouets, essentiellement, où je partage des bons plans sur certains magasins. Voilà. C'est en fait, je montre des choses que j'ai à tout le monde. Je partage volontiers tout cela avec le monde entier. Alors moi j'ai la chance d'avoir lu ton livre, du moins un livre que tu as coécrit, qui est une biographie, en tout cas de ton aventure, notamment avec les animés et les mangas en France. Qu'est-ce qui a fait que finalement dans les années 90 et 2000, la France est devenue un pays référence, notamment pour le Japon, en termes de production? Enfin, on a énormément eu de dessins animés, de mangas qui sont arrivés à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été le déclencheur, toi qui l'as vécu de l'intérieur? Le truc, c'est qu'en France déjà le gros succès de l'animation japonaise notamment, c'est quand même avec tout ce qui est passé sur les chaînes, avec Recrea 2, avec la 5, avec le Club Dorothée, etc. Il y a beaucoup d'animés qui sont passés en France régulièrement. D'autres pays en Europe y ont eu droit aussi, mais moins régulièrement que la France. Donc du coup, sur le long terme, on a eu plus de choix, plus de titres. On a échappé à certains grands classiques japonais, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais le fait est que dans les années 90, c'était vraiment le gros boom entre ce qui était proposé sur la 5 et le Club Dorothée. Il y avait des centaines de titres qui passaient, pas par an, mais pas loin. Et la France est clairement devenue une sorte de marché test pour le Japon. Outre que la France a une image extrêmement positive au Japon, de luxe, de culture, etc. On a quand même aussi l'image d'être le phare de l'Europe et de représenter finalement tout ce qu'il est possible de faire ailleurs avec des pays qui échappent peut-être un petit peu plus aux Japonais, comme l'Espagne, l'Italie, la Belgique, je sais pas moi, le Luxembourg, la Suisse, la Grande-Bretagne, je vais dire des bêtises, mais la Pologne, la Russie, enfin bref. Donc autant aux États-Unis, il est plus aisé pour eux de se dire on va toucher les différents États en passant de la côte ouest à la côte est. Pour l'Europe, très clairement, c'est par la France qu'il leur faut passer pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Leurs bureaux sont plus volontiers situés à Paris
bizarrement du côté d'Opéra, on ne sait pas pourquoi, ailleurs en Europe. Ça aurait pu être dans un pays anglophone, à Londres ou quoi, mais non. Finalement, ils ont choisi la France et ça leur convient bien. Maintenant, pour autant, les choses sont encore en devenir. Hein. C'est pas quelque chose qui est acquis, loin de là, puisque de toute façon, entre la modification des médias, la modification de la consommation des animés ou du manga dans le monde et en France en particulier, y a des choses à faire avec les sites internet, les plateformes de streaming, etc. Ça marche bien actuellement avec Wakanim et Crunchyroll, tant mieux. Mais pendant un temps, visiblement, il fallait compter essentiellement sur du téléchargement illégal et ça, c'était un peu triste. Mais justement, même à ce niveau-là, au niveau, comment dirais-je, du support légal et des attaques des Japonais pour défendre leurs propres droits, ça passait aussi par la France. Alors, ce week-end, il y avait 2 conférences. Bon, il y en avait une sur Star Wars, qui est forcément un sujet, c'est-à-dire à presque un puits sans fond. Mais là, ce matin, la conférence était peut-être un petit peu plus originale et en même temps, en te connaissant, elle est normale. Sur les maquettes, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui encore, tu aies cet amour des maquettes sous toutes ses formes et voilà, qu'est-ce qui t'y a amené finalement? Parce que c'est pas une activité qui est la plus répandue finalement. C'était la plus répandue en tout cas à mon époque. Ouais. Et surtout c'est par les produits dérivés que je suis amené à découvrir et à me poser des questions sur des titres et des licences qu'on ne connaissait pas en France, qu'on ne connaît d'ailleurs toujours pas. Il y a des tas de séries animées que moi j'ai découvert par le biais des jouets et des maquettes, que ce soit Orgus, Dougram, Gundam, même Macross en fait. Avant de voir Robotech, je connaissais déjà les Valkyries parce que la série originale date de 82. On a eu les jouets, on a eu Jetfire qui était en fait la Valkyrie de Macross dans Transformers. Ouais. On a eu les Valkyries de la collection Robotech chez Revell, le SDF1, etc. Enfin bref, il y a des tonnes et des tonnes de maquettes comme ça et de jouets qui sont sortis en France qui m'intéressaient. C'était des robots, donc moi j'ai toujours aimé les robots. Mais tout d'un coup je me disais mais d'où ça sort ces machins-là? Mais ça date carrément aussi de 78 avec les sorties d'une marque et d'une collection qui s'appelait Shogun Warriors, qui était sorti par Mattel, qui est surtout connu pour Barbie, qui est surtout connu pour Big Jim, pour les maîtres de l'univers maintenant. Mais voilà, Shogun Warriors chez Mattel, c'est sorti à un moment où il n'était pas prévu qu'il y ait un succès de Goldorak, mais il y a eu un succès de Goldorak. Et donc tout est sorti d'un coup comme ça, mais on a eu des jouets qui n'étaient jamais sortis en France en termes de série. Donc on a eu du Mazinger, on a eu du Great Mazinger, on a eu des Geta Robo 2 exactement. On a eu du Geking, on a eu du Brave Raidin. C'est encore maintenant totalement inédit en France. Et les jouets étaient sortis. D'ailleurs, beaucoup pensaient que c'était des Golgoth, des robots opposés à Goldorak qui étaient sortis à part, mais ça n'avait rien à voir, strictement rien à voir. Donc, à partir de 78, je me suis posé des questions. J'ai 8 ans, hein, mais je me suis dit d'où ça sort ces machins-là. Et c'est que des années plus tard que j'ai eu la réponse à mes questions. Et pour cela, donc du coup, je dois en fait mon intérêt pour l'animation japonaise et pour ces séries de robots qui étaient inédites en France, je les dois à ces jouets. Et avec les maquettes, c'était pareil, parce que souvent, maquettes et jouets étaient liés. Il y avait soit les deux, soit l'un, soit l'autre. Et c'est pareil pour tout ce qui me faisait rêver à l'époque avec Galactica, La Guerre des Étoiles, Star Trek, Cosmos 99, etc. Donc voilà, c'était, comme je l'ai dit ce matin, c'était le produit dérivé, le jouet du pauvre. C'était le jouet à monter soi-même finalement, mais qui pouvait être amélioré par des adultes et obtenir quelque chose de très proche des modèles de tournage des films ou des séries. Donc cet amour des produits dérivés, il vient de là. C'est-à-dire que tout simplement, j'avais la possibilité d'avoir avec moi quelque chose que je ne connaissais que sur petit ou grand écran. Je pouvais l'avoir en vrai. Oui. Et ça, c'est d'autant plus vrai que même si l'aigle de Cosmos 99 n'existe pas en vrai, il y a quand même eu un modèle de tournage. Ouais. Et donc, du coup, il faut se rapprocher le plus possible du modèle de tournage. Des gens qui c'est suffisamment fou pour reproduire l'aigle à l'identique de ce qui avait été fait pour la série. Même taille, même échelle, même détail, même source.
de pièces. Il y a un truc que j'adore qui est le kit bash. Le kit bash, c'est quoi? C'est prendre des maquettes du commerce, des maquettes communes, des avions, des bateaux, des tanks, et détailler des vaisseaux spatiaux ou des robots ou quoi. En fait, le détaillage des modèles de tournage, c'est fait sur une base en bois souvent, mais ils rajoutent des pièces plastiques. Et plutôt que de perdre du temps à les refaire pièce par pièce, eh ben, ils prennent des pièces du commerce et ils vont les mettre ici et là. Et ça donne le Faucon Millennium, ça donne le Galactica, ça donne le Viper, ça donne des tas de vaisseaux, même si on la voit à peine, même le vaisseau mère des aliens dans Rencontre du troisième type, ça donne même Blade Runner. Dans Blade Runner, non seulement il y a du kit bash, mais il y a du kit bash fait avec des maquettes qui elles-mêmes étaient des kits bash au départ. Un des bâtiments qu'on voit dans Blade Runner, à côté du commissariat, qui d'ailleurs repris de la maquette de tournage de Rencontre du troisième type. C'est le dessous du vaisseau qui a été renversé. Ils ont réutilisé une maquette de tournage. Et bien, si on regarde sur les côtés, même s'il y a de la brume, etc., en fait, on devine la forme d'un bâtiment qui est en fait la maquette du Faucon Millennium. Dans Blade Runner. Dans Blade Runner. Ouais, je sais ce que je fais ce soir alors. C'est précisé dans les bonus de l'excellente édition DVD des 25 ans, donc tu verras ça très facilement. J'ai pas fini les bonus en fait, mais j'ai pas la 25 ans, moi j'ai la Ultimate avec les 3 versions de film. Ah bah voilà. Et j'ai pas fini les bonus, il y en a tellement dedans. Et ça aussi, c'est ce qui me passionne, c'est les making-of, les bonus, les comment sont faits les films. Et quoi de mieux que justement se heurter aux mêmes problématiques que ceux qui ont fait les modèles de tournage que de faire des maquettes. Oui. Donc, aujourd'hui, ton actualité, c'est principalement ta chaîne YouTube? Non, c'est des articles dans le magazine que j'ai fondé, donc qui est Animeland. Là, dans le dernier numéro, j'ai fait une page, 2 pages, je sais plus, sur un unboxing d'une maquette de Gundam Bull Divers, une série qui vient de se terminer sur Crunchyroll. Donc il y a ça, il y a 2-3 numéros, j'ai fait un hommage à Isao Takahata aussi. Dans un prochain numéro, je vais aussi parler là aussi d'une figurine qui vient de sortir chez Bulle en boîte, qui est une boutique spécialisée en objets d'exception autour de la BD. Ils ont sorti une figurine de mon ami Alban Ficat. Il a fait une figurine de l'inspecteur Gadget. Et donc je vais en parler dans le prochain numéro d'Animeland. Je suis en train de participer à un numéro de Inis Édition sur DreamWorks. Non, j'ai pas mal de boulot. Voilà, mais sinon effectivement chaîne YouTube tous les jours une vidéo. Ouais. Bah Yvan, je te remercie. Bah de rien Loïc. Et puis on se croisera forcément sur YouTube, voilà, dans un prochain salon. Fatalement. Merci bien.